Bonjour tout le monde et bienvenue à ce dernier webinaire dans la semaine de la philanthropie de l'INRS. Merci beaucoup de vous joindre à nous aujourd'hui. Je m'appelle Anne-Pascale Richardson et je suis diplômée de l'INRS de 2009. Et j'ai avec moi trois aussi anciens diplômés qui ont aussi reçu les prix Lumière de la Fondation de l'INRS tout récemment. Et je vais leur demander de se présenter l'un après l'autre et nous allons poursuivre avec quelques questions pour mieux les connaître et aussi mieux voir comment est-ce qu'ils entretiennent une relation avec l'INRS, la communauté et c'est ainsi. Donc, j'espère que vous êtes bien assis derrière votre écran. Vous avez la possibilité de poser des questions à travers la petite boîte de dialogue. Nous allons y répondre à mesure que nous allons avancer dans ce webinaire. Et on fait un petit coucou aussi à tous ceux qui pourront nous regarder en différé. Voilà. Alors, je vais vous demander les uns après les autres de vous présenter. On va commencer par toi, Eric. Explique-nous un petit peu ton parcours et puis ton parcours universitaire, mais aussi ton parcours professionnel. Parfait, merci beaucoup Anne-Pascale. Bonjour à tous. Alors, mon parcours universitaire a commencé à l'Université Laval en physique, dans laquelle j'ai fait une année en échange à l'Université Claude Bernard à Lyon, mais surtout deux stages de recherche, deux stages d'été à l'INRS, Énergie Matériaux à l'époque, où j'ai vraiment accroché sur le milieu de la recherche, mais aussi le milieu à l'INRS. Et c'est pour ça que j'ai continué mon parcours universitaire là-bas. Donc, une maîtrise, puis un doctorat dans deux domaines différents. Et cela m'a amené à aller faire un post-doctorat aux États-Unis rapidement, quelques mois, et jusqu'au moment où j'ai pu décrocher un poste d'agent de recherche au Conseil national de recherche du Canada. Et j'y suis encore, donc depuis 16 ans, j'évolue dans cette organisation-là à différents niveaux. Donc, j'ai commencé comme un agent de recherche. Je suis maintenant chef d'équipe, alors un rôle un peu plus stratégique. Et dans ce parcours professionnel, j'ai eu l'occasion de travailler avec autant des entreprises privées qui finançaient la recherche que des partenaires universitaires qui travaillaient justement à développer des connaissances ou à innover, à découvrir, à répondre à des questions plus fondamentales. Donc, je travaille avec une dizaine d'universités différentes et une trentaine de compagnies. Et voilà. Merci. C'est très inspirant. C'est un vraiment beau parcours. Maintenant, on va passer à Sophie. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, toi, quel est ton parcours et où est-ce que tu en es aujourd'hui? Avec plaisir. Merci, Anne-Pascale. Puis bonjour à tous et à toutes. C'est un plaisir d'être avec vous ce midi. Donc, Sophie Dufour-Beauséjour. Je suis présentement analyste des politiques pour le gouvernement fédéral. Donc, je travaille pour le ministère des Relations couronne autochtone et Affaires du Nord pour un programme d'adaptation au changement climatique dans le Nord. J'ai terminé ma thèse à l'INRS en décembre dernier, donc c'est récent. Merci. Je suis physicienne de formation. Je pensais être la seule physicienne aujourd'hui dans le panel. Donc, heureuse d'apprendre qu'Éric, aussi, tu es physicien. J'ai fait une maîtrise en physique fondamentale. Puis ensuite, j'ai bifurqué vers un doctorat en géographie à l'INRS au Centre Haute-Terre Environnement à Québec. Je voulais travailler avec une femme. Je voulais travailler sur des problèmes concrets. Donc, c'est ce qui m'a amenée là. Puis, c'est ce qui m'a lancée dans la voie dans laquelle je suis aujourd'hui. Donc, je suis aussi une militante active dans les mouvements communautaires et animatrice de radio au communautaire. Excellent, c'est vraiment inspirant de voir deux parcours qui sont très différents et en même temps il y a ces petits points communs, on sent la diversité qui commence à prendre place ici. Alors on va poursuivre avec Marie-Pierre maintenant. Bonjour à tous. Merci Anne-Pascale. Écoutez, moi, j'ai fait un baccalauréat à l'UQAM en sciences, technologies et sociétés. Par la suite, j'ai eu le plaisir de faire une maîtrise en sciences politiques à l'Université de Montréal pour finalement arriver
à l'INRS UCS où j'ai fait un doctorat en études urbaines et j'ai été diplômée en 2004. Par la suite, en fait, avant de passer par la suite, je ne peux pas dire comme mes collègues que j'ai un attachement disciplinaire parce que ça a toujours été quelque chose de très multidisciplinaire en ce qui me concerne. En 2004 jusqu'en 2010, j'ai été conseillère en développement économique à la communauté métropolitaine de Montréal, comme plusieurs collègues de l'INRS UCS d'ailleurs, où j'ai beaucoup travaillé à déployer la stratégie des grappes métropolitaines de la communauté. Par la suite, j'ai choisi de faire le saut dans une grappe. Alors, pendant 6 ans, je me suis retrouvée vice-présidente chez Écotech Québec, qui est la grappe des technologies propres ou, en relation avec les différents bailleurs de fonds, les entreprises qui en faisaient partie. Et depuis 2016, je suis maintenant présidente et directrice générale de Prima Québec, qui est le pôle de recherche et d'innovation en matériaux avancés, dont le mandat, en fait, de permettre aux entreprises de profiter de l'expertise en recherche pour être plus compétitives. Alors, il y a des liens beaucoup avec l'Institut où travaille Éric. Donc, j'ai été amenée à travailler beaucoup avec les entreprises, avec le milieu de la recherche, avec le milieu associatif et aussi de plus en plus avec les partenaires gouvernementaux, là, qu'ils soient provinciaux et fédéraux. Excellent, merci beaucoup. Ce sont vraiment de très, très beaux parcours et on comprend aussi pourquoi est-ce que vous avez reçu des prix Lumière. Encore félicitations pour ça. Alors, ce que j'aimerais savoir maintenant, c'est à travers justement ces parcours, notamment professionnels, après avoir été diplômé de l'INRS, comment est-ce que l'INRS a teinté la progression de votre carrière? Comment est-ce que l'INRS comment vous avez porté l'INRS ou ce que vous avez appris et vécu à l'INRS tout le long de votre carrière, de votre parcours? On peut peut-être commencer par Marie-Pierre, par exemple. Oui, en fait, puis je vous ai parlé un peu de mon parcours académique qui était déjà un peu multidisciplinaire, mais c'est comme si ça s'était vraiment concrétisé, dans le fond, lors de mon passage à l'INRS. Ça, pour moi, c'est important, c'est une richesse de manière générale, ne serait-ce que pour l'étude d'un objet de recherche. Ça, je retiens ça et c'est tatoué chez moi. Et je pense que la beauté de la chose, c'est que dans le cadre de mes recherches, j'ai eu la possibilité d'avoir des cours, des concepts en sociaux, en économie, en géographie, les combiner pour mieux comprendre, pour mieux étudier l'innovation. Et cet apprentissage-là, pour moi, il est essentiel parce qu'encore aujourd'hui, puis c'est en lien avec votre question, il me suit. Et je pense que c'est riche parce que ça permet aussi de mieux aborder différents problèmes. Puis on le sait, les problématiques sociétales ou industrielles, je veux dire, c'est pas noir ou blanc, il y a plein de zones de gris. Puis je pense qu'il faut avoir à son arc plusieurs outils. Donc, ça fait partie de mon quotidien, cette approche-là. Et j'ajouterais aussi que dans le cadre dans mes études, j'ai eu la chance de travailler avec un agent de recherche. J'imagine qu'il y en a encore, évidemment. Yvon Martineau, qui est retraité. Et lui, il m'a vraiment initié à la technique d'entrevue, tout comme mon directeur de thèse, mais avec lui, il m'a aussi insufflé le goût et l'importance des visites industrielles. Et ça, c'est génial parce que c'est quelque chose qui fait aussi partie de mon quotidien. Wow. Merci beaucoup pour ce partage. Qu'en est-il pour toi, Sophie, qui a un passage beaucoup plus récent dans l'INRS, mais comment est-ce que ça ressort dans ton propre cheminement? Oui, bien, comme je l'ai mentionné, après avoir fait de la recherche vraiment ciblée là, en physique sur les supraconducteurs, j'avais le goût d'avoir l'impression de contribuer à quelque chose de concret. Puis aussi, je suis féministe, j'avais le goût de travailler dans un environnement sain, dans un environnement où il y avait de la diversité. Puis c'est ça qui m'a menée à l'INRS. Puis en fait, quand on parle de sujets concrets, on parle aussi de complexité. On parle nécessairement de différentes disciplines. Moi, je travaillais sur les impacts des changements climatiques sur la glace au Nunavik. On parle de contexte autochtone, d'industrie minière, de changement climatique. Donc, c'est des problèmes complexes. Puis pour affronter les problèmes complexes, il faut des solutions complexes. Ça passe par la multidisciplinarité, comme le disait Marie-Pierre. Puis ça reste vrai après, peu importe quels seront ces nouveaux problèmes-là auxquels on va faire face. Donc, dans le cadre de mon travail d'analyse des politiques,
On est toujours dans des problèmes complexes. Donc, il faut avoir recours à plusieurs angles de vue différents pour réussir à bien comprendre l'enjeu. Puis, il faut avoir recours à des partenariats pour bien pouvoir créer des solutions. Donc, ça aussi, c'est quelque chose que j'ai appris à l'INRS, la force de travailler en équipe. Puis pas juste en équipe de chercheurs, mais aussi en équipe avec des municipalités, des gouvernements provinciaux, fédéraux, des communautés autochtones, des groupes communautaires. Donc, vraiment la force des partenariats. Puis la force de la diversité et de la multidisciplinarité. Donc, je dirais que c'est ce que je cherchais, c'est ce que j'ai trouvé à l'INRS, puis c'est ce que j'amène avec moi maintenant dans mon travail. Wow, excellent. Ben, merci beaucoup. On commence déjà, on continue d'entendre ce mot multidisciplinaire. C'est super intéressant. On va y revenir dans quelques instants, mais j'aimerais bien maintenant entendre ce que Éric a à dire là-dessus par rapport à sa carrière et ce qu'il a apporté de l'INRS avec lui. Certainement, j'allais commencer parce qu'il va être un peu redondant. La multidisciplinarité était vraiment, vraiment clé dans le développement de ma carrière. Donc, le milieu à l'INRS, le milieu dans le cadre de recherche où, en fait, c'est une université de deuxième, troisième cycle. Les professeurs sont dédiés à la recherche, c'est leur priorité. En fait, c'est leur tâche principale d'encadrer des étudiants qui font de la recherche. Donc, ça c'est spécial. C'est très différent de ce que je peux voir, par exemple, dans d'autres universités. Le travail qui se fait aussi avec des techniciens du moins AMT, c'était comme ça. Donc, ça crée un esprit d'équipe à différents niveaux. Donc, on parle de pluridisciplinarité au niveau scientifique, mais aussi au niveau partage au niveau technique, où on a des collaborations, des interactions qui sont très, très enrichissantes de ce côté-là. On apprend beaucoup, finalement, au niveau plus technique de nos techniciens. Alors, je salue Étienne, Léo, s'ils sont là. J'ai énormément appris d'eux et ça me sert encore aujourd'hui, surtout au début de ma carrière au CNRC. J'ai eu l'occasion, lors de ma maîtrise, de travailler dans un projet qui était avec Hydro-Québec et un de ses partenaires. Donc, j'ai été exposé à du travail plus industriel, la recherche industrielle avec des jalons, des objectifs qui étaient clairement définis. Donc, ça aussi, ça m'a beaucoup formé pour ce que je fais aujourd'hui au CNRC, de travailler avec des entreprises, avec des objectifs qui sont très, très bien définis, avec des échéanciers aussi qui sont plus contraignants que ce qu'on pourrait voir aussi au niveau de la recherche universitaire en général. Et au doctorat, j'ai travaillé à un niveau beaucoup plus fondamental. Et là, j'avais des collaborateurs qui étaient universitaires. Donc, toutes ces expériences-là combinées font que aujourd'hui, dans mon travail, j'ai été dès le départ beaucoup plus à l'aise avec un milieu de recherche comme au CNRC, où on travaille avec des entreprises, avec d'autres collaborateurs universitaires, dans un milieu très pluridisciplinaire, avec des techniciens, beaucoup d'interactions avec des gens qui viennent de différents horizons. Et effectivement, l'INRS m'a préparé parfaitement à ça. Et je dois beaucoup à ce modèle-là de l'INRS pour mon succès au CNRC. Je dirais que tous les gens qui travaillent au CNRC, que je connais, que je côtoie, qui sont issus de l'INRS, ont aussi la même facilité d'évoluer dans notre milieu de travail. Wow, c'est quand même toujours impressionnant de voir que vous venez quand même de trois pôles très différents de l'INRS. C'est l'INRS malgré tout, mais constamment, on entend ce mot multidisciplinaire qui revient et c'est réellement une force. Pourtant, on pourrait croire que quand on arrive à la maîtrise et au doctorat, on est dans des environnements très nichés, très particuliers et que on se spécialise d'une certaine manière et ça nous force en fait à complètement s'ouvrir, à prendre un peu de recul et à pouvoir intégrer des notions qui nous sont un petit peu étrangères, mais et vraiment faire confiance aussi à ces autres chercheurs qui sont excellents dans leur domaine et on arrive à faire sortir des projets qui sont vraiment fascinants. Moi, particulièrement aussi, quand j'étais à l'INRS, c'est ce qui s'est passé dans mon groupe de recherche en environnement et c'était assez fascinant de voir la multidisciplinarité aussi. Fait que je suis très reconnaissante envers l'INRS d'avoir instauré
cette façon de faire et de collaborer entre les différentes disciplines. Les professeurs jouent vraiment le jeu et je crois que c'est un grand avantage pour les étudiants, effectivement, qui viennent à la maîtrise et au doctorat à l'INRS, de ressortir avec ce bagage-là. Et merci de l'avoir si bien exprimé aujourd'hui. Alors, en fait, ça fait bien ressortir d'une certaine manière la culture scientifique de l'INRS puis qu'ensuite on transporte avec nous par la suite. Donc, ça fait le tour de cette question-là, si je peux dire. Je voulais aborder aussi la notion justement de culture scientifique de l'INRS, mais à travers ce que vous avez apporté dans vos cheminements respectifs, vous l'avez très, très bien fait ressortir. J'ajouterais Ouais, juste peut-être, quelque chose à Anne-Pascale là-dessus Ouais. sur un autre élément, à mon avis, de la culture scientifique à l'INRS, c'est aussi l'importance de la qualité de vie. Moi, j'ai eu le privilège de travailler avec Monique Bernier, une pionnière dans le domaine de la télédétection. C'était la seule femme quand elle a commencé dans ce milieu-là, des images satellites. Elle a pris sa retraite quand j'ai terminé ma thèse. Puis c'était vraiment une professeure qui était proche de ses étudiantes, ses étudiants, qui nous laissait l'espace de prendre des vacances, si on était fatigué, d'arrêter, d'y aller à notre rythme, puis de se respecter dans le rythme de la recherche. Puis, à une époque où on entend beaucoup d'histoires d'horreur sur la santé mentale en recherche, je pense que c'est important de valoriser les professeurs et les environnements qui laissent la place aux étudiants d'être bien dans leur travail universitaire, que ce soit à la maîtrise, au doctorat ou plus tard. Donc, je pense que le fait que l'INRS, ça soit plus petit aussi, ça aide à pouvoir faire de la recherche à échelle humaine, puis aussi de vivre son parcours à échelle humaine. Donc, en laissant de la place aux aléas de la vie, ce qui inclut les aléas de santé. Donc, moi, c'est quelque chose d'autre que j'ajouterais là-dessus. Oui, je pense que je ferai du pouce sur ce que tu dis parce que ce milieu-là, le fait qu'il soit petit, ça change la donne complètement. La relation qu'on a avec notre directeur de thèse, puis on le sait tous, il faut bien le choisir dès le départ parce qu'on va être ensemble pendant quelques années. Et ça, je pense que c'est, en tout cas, je parle pour moi aussi, ça a été une grande chance. Les conditions idéales étaient, dans le fond, réunies. J'aimerais bien rebondir là-dessus aussi. Le fait que c'est une université de deuxième, troisième cycle, ça donne de la disponibilité à tous les professeurs, pas que notre directeur de recherche, mais les autres aussi, qui se rendent facilement disponibles, qui sont prêts à échanger, à donner des conseils, à commenter, à challenger ce qu'on apporte comme résultat. Et ça a une grande valeur également. Mais l'esprit de communauté, du moins dans notre cas à AMT, par exemple, examen doctoral ou soutenance de thèse, à peu près tout le monde venait assister à ça. Des présentations plus informelles, les professeurs venaient poser des questions, contribuer d'une façon à améliorer le travail scientifique qu'on développait. Donc ça, c'est vraiment une communauté tissée serrée où tout le monde contribue, tout le monde veut aider, tout le monde veut participer. Et ils viennent tous d'horizons plus ou moins différents. Donc c'est très, très constructif. Et effectivement, il y a plein d'amitiés qu'on retire de toutes ces interactions et du temps qu'on a passé dans ce milieu-là. Marie-Pierre pourrait dire la même chose, j'imagine. Oui, on était plusieurs filles de la même cohorte et puis je fais un clin d'œil si elles y sont. On s'appelait le Club de la Sangria. C'est une façon pour nous, d'une part, d'évacuer parce que c'est bien beau, on fait la recherche, on travaille sur notre thèse, il y a les cours, c'est exigeant, mais néanmoins, le plaisir était aussi là. Et ça, pour moi, c'est aussi des amitiés que j'ai encore après toutes ces années. C'est En vrai, espérant que l'esprit est toujours le même aujourd'hui. Ouais. C'est la question à Sophie. Je crois que oui. En tout cas, moi, personnellement, si je peux aussi partager ma propre expérience que j'ai beaucoup appréciée, c'est vrai, il y a tout le côté multidisciplinaire, recherche, mais j'avoue que le côté environnement dans lequel on nous met la possibilité de nous épanouir aussi dans d'autres sphères, toujours liées à l'INRS, comme s'engager au niveau des associations étudiantes ou des conférences et des événements qui sont organisés au sein de l'INRS, pouvoir combiner et avoir un bon équilibre entre la vie non académique et la vie académique a été fortement encouragé, en tout cas pour ma part.
Et ça, moi, ça m'a beaucoup aidé à justement être, pas juste dans ma recherche, mais le fait que je puisse déjà faire beaucoup de choses en dehors de mes travaux de recherche, tout en étant liée avec la communauté de l'INRS, a été extrêmement bénéfique Mmh. tout le long de mon parcours. Et ça a même nourri ce côté multidisciplinaire en dehors de mes travaux de recherche, tout le contexte qui est mis autour des étudiants. Je trouve que c'est absolument formidable et c'est un bel avantage. Les professeurs permettent ça et nourrissent ça aussi autour des étudiants. Il y a vraiment un très, très bel esprit qui est très porteur pour les étudiants, je trouve. Mmh, mmh. Effectivement, c'est un très bon point. Merci d'avoir rebondi, Sophie, Mmh. là-dessus. On a réalimenté le sujet et apporté des nouveaux points très intéressants. Merci. Donc, maintenant, j'aimerais bien savoir, bon là, sans rien enlever à toutes les autres institutions et organisations qui vous ont nourri, comment est-ce que vous gardez ce lien avec l'INRS, avec le temps? Comment est-ce que vous vous intéressez, vous continuez à être connecté peut-être avec la communauté ou avec les avancées, les percées de l'INRS dans le monde scientifique et dans la société d'une manière générale? Peut-être, Éric, tu veux peut-être commencer à Oui, répondre à ça? avec plaisir. Premièrement, j'ai encore des amis qui y travaillent, alors j'ai un lien d'amitié avec certains. Dans le contexte de mon travail, j'ai des projets avec l'INRS, aujourd'hui encore, avec mon ancien directeur, d'autres professeurs. Donc, je suis encore impliqué dans des projets de recherche collaboratifs avec l'INRS. Alors, ça perdure. C'est une autre façon de rester connecté. La fondation, c'est quelque chose de nouveau puis que je trouve extrêmement positif. Ce qui manquait à l'INRS, essentiellement, d'avoir une suite après notre diplôme, d'avoir une communauté qui continue à promouvoir notre diplôme, essentiellement l'organisation elle-même, l'université, puis de faire perdurer cette réputation, ce rayonnement. Alors, j'essaie de m'impliquer. On m'a approché quelquefois. J'essaie de m'impliquer. Il y a quelques années, même avant la fondation, j'avais participé à une table ronde là, justement pour donner aux étudiants pour donner un peu un aperçu de ce que recherchent les employeurs à la sortie d'études graduées comme ça, à la sortie de maîtrise d'un doctorat, comment se présenter à un employeur, comment chercher un emploi dans le domaine de la recherche. Donc, je vais participer à une table ronde et ça avait été extrêmement enrichissant autant pour moi que j'espère pour eux. Il y a eu beaucoup de discussions par la suite, un à un et en petits groupes. Là, ça a été extrêmement intéressant. Mais maintenant, d'avoir cette fondation, d'avoir un outil comme ça qui peut permettre de faire avancer cet esprit de communauté, puis le rayonnement de l'ensemble de l'université, ce n'est que bon pour tout le monde, ceux qui sont présentement à l'INRS, ceux qui ont été comme nous et ceux qui seront plus tard. Donc, je vois bien, par exemple, les fondations dans d'autres universités, entre autres anglophones, où il y a beaucoup de financement par des dons et qui sont capables de faire toutes sortes de choses, d'être très agiles dans la façon qu'ils vont dépenser cet argent-là. Et ça donne un rayonnement qui est vraiment intéressant. Puis ça, c'est quelque chose qu'il faut développer pour l'INRS. Et je salue la Fondation, Élise et tous ceux qui y travaillent pour vos initiatives que je trouve absolument très, très positives, essentiellement. Merci Éric. Peut-être Sophie, est-ce que tu veux aussi nous partager comment est-ce que tu restes connectée avec l'INRS? Oui, moi, pendant mon parcours à l'INRS, j'ai pu bénéficier de tout ce qui avait été fait par les étudiants et la communauté de l'INRS avant que j'arrive. Puis quand j'étais là, quand je m'y impliquais, je me disais que je faisais ça aussi pour les gens qui allaient être là après moi. Donc maintenant que je suis diplômée, c'est sûr que je garde ce lien-là de gratitude envers ceux et celles là, qui ont préparé le terrain pour que moi, j'aie une belle expérience. Puis si je peux contribuer à
continuer à faire progresser l'INRS, ben, c'est dans cette veine-là que ça s'inscrit. Donc, en participant à des événements comme aujourd'hui ou les portes ouvertes de l'INRS qui vont avoir lieu dans quelques semaines, aussi en gardant des liens avec des gens qui sont encore à l'INRS. Moi, j'ai gradué en décembre. mais aussi en restant à l'affût de ce qui se fait, l'INRS, sa mission, c'est de produire de la recherche qui répond aux enjeux de la société québécoise. Ça, c'est unique là, comme mission d'une université au Québec. C'est extrêmement important. Ça fait partie du réseau des universités du Québec, qui est quelque chose dont on a décidé de se doter en tant que société, qui est exceptionnel. Donc, pour moi aussi, l'INRS s'inscrit dans cet héritage-là, de rendre l'éducation accessible aux gens des différentes régions, de rendre l'éducation accessible aux gens, peu importe leur parcours. Puis ça veut aussi dire de rendre la recherche accessible aux gens, peu importe où ils sont. Donc, c'est ma vision un peu de l'INRS et de son rôle aussi. Merci. Marie-Pierre, qu'en est-il pour toi? En fait, je pense que juste rebondir sur 2 points, celui d'Éric et de la Fondation. Au-delà de ce qu'il a dit, je pense que vous vous joindrez certainement à moi. Je pense qu'il faut encourager tout le monde qui nous écoute à donner à la Fondation. Je pense que c'est aussi une belle occasion de permettre à Élise, à son équipe, d'encourager ce qui se fait à cet égard-là. J'abonde aussi dans le même sens des points de Sophie. Puis de mon côté, je dirais que mon esprit d'appartenance, il a toujours été là, ne serait-ce que par les liens que j'ai toujours conservés avec mon directeur de thèse, que ce soit pour tester des idées, obtenir ses conseils à plusieurs égards. C'est comme si ça a été un mentor encore aujourd'hui. Et je le salue. Michel Trépanier a pris sa retraite et je pense que j'espère qu'il sera encore actif à certains égards. Ceci dit, il a toujours été là. Je me souviens même qu'à un moment donné, dans le cadre d'un emploi précédent, vu son expertise, je m'étais organisée pour qu'on puisse profiter de ses recherches. On lui avait donné un mandat qui a été bien reçu. Donc, ça, c'est une chose. Puis, au-delà de ça, il y a également le fait que dans mon quotidien, Prima, en fait, soutient des projets d'innovation collaborative qui vont toujours associer des chercheurs avec des entreprises. Et il arrive fréquemment qu'il y a des projets de l'INRS Varennes, donc énergie matériaux, mais aussi eau, terre, environnement. Donc, ça fait partie aussi de mon quotidien. Et évidemment, d'autres universités du Québec, on soutient leurs projets. Et un dernier point, j'ai la chance et le privilège, en fait, de siéger sur le conseil d'administration de l'INRS depuis ce printemps. Et puis, pour moi, c'est aussi une autre façon de redonner et de maintenir ce lien avec une institution qui m'a porté puis qui m'a donné beaucoup des bonnes conditions et qui a contribué à faire en sorte que je suis ce que je suis et ce que je fais, en fait. Merci, on voit bien à travers tout ce que vous dites les différentes possibilités que l'on a, pas seulement en donnant, mais aussi les différentes possibilités que l'on a de faire rayonner l'INRS et de continuer à en parler autour de nous, à être impliqués à travers les différents canaux, que ce soit les relations qu'on a entretenues, que ce soit même des fois par des projets professionnels. C'est assez fascinant, cette diversité qui est à la portée en fait de tous ceux qui passent par l'INRS. Donc, j'ajouterais peut-être, Anne-Pascale, qu'une autre façon de s'engager à l'INRS, de faire rayonner l'INRS, c'est de donner les opportunités aux chercheurs et aux chercheuses de parler de ce qu'ils font. C'est un vrai problème dans toutes nos sociétés de faire en sorte que ce qu'on fait comme recherche va servir, va être utilisé par les gens qui essayent de donner des solutions à ces problèmes-là, que ce soit les décideurs ou les gens, les fonctionnaires dans les gouvernements. Donc ça, c'est une autre façon dont les gens qui écoutent peuvent aussi contribuer, je pense, au rayonnement de l'INRS, c'est d'inviter les gens, les chercheurs de l'INRS à présenter puis créer des ponts ensuite avec les différents gouvernements, etc. Ce qui peut mener à des partenariats par la suite parce que toute la recherche qui est faite trouve son utilité ensuite dans la façon dont elle sera utilisée. Effectivement, et puis c'est d'autant plus pertinent quand on sait que la plupart des projets de recherche de l'INRS sont vraiment dédiés à répondre à des enjeux
les enjeux présents, là, puis futurs. Alors, c'est d'autant plus à propos. Merci d'avoir ajouté cela. Depuis le début, on parle beaucoup de multidisciplinarité, puis j'aimerais bien qu'on aborde aussi le sujet de la diversité, de l'équité, l'inclusion. Je pense aussi que c'est quelque chose qui est très, très fort au sein de la communauté INRS. Et j'aimerais bien savoir comment est-ce que cela aussi se traduit dans votre quotidien aujourd'hui et pourquoi est-ce que c'est important? Comment est-ce que vous avez vécu ça aussi dans votre expérience à l'INRS et comment ça se reflète aujourd'hui pour vous? Peut-être on peut commencer avec Sophie. Oui, c'est drôle parce que depuis quelques années, on entend ces mots-là, là, diversité, équité, inclusion. Les gens utilisent même un acronyme pour en parler, le DI ici, le DI par là. Puis juste pour situer les gens qui écoutent, ce dont on parle concrètement, je pense que c'est d'équité hommes-femmes, d'équité aussi des personnes LGBTQ, de la diversité en somme de toute la société, là, pour y aller dans le plus concret. Puis, on parle en fait du fait que on devrait tous avoir le droit de pouvoir être qui on est au complet, pas juste dans la sphère privée, mais aussi au public dans le travail. Donc, que les gens se sentent à l'aise dans leur orientation sexuelle, dans leur culture, dans leur diversité des points de vue. Donc, il y a un enjeu à ce niveau-là juste de droits humains. Puis je pense que l'INRS aménage un espace où c'est sécuritaire d'être soi-même dans toutes les facettes de ce que c'est. Mais après ça, il y a aussi des bénéfices au niveau de la qualité de la recherche qui va être produite, du sentiment de bien-être au travail pour toutes les personnes qui travaillent à l'INRS ou dans un milieu. Puis juste d'enrichir le produit de la recherche. Moi, c'est à l'INRS que j'ai rencontré le plus de gens qui venaient de différents pays. Il y avait une communauté maghrébine vraiment forte au Centre Terre Environnement. Il y avait des gens qui venaient de plein de pays différents. À un moment donné, on a affiché une carte du monde avec des punaises dans le hall. Pendant quelques semaines, tout le monde mettait une punaise de là où il venait. C'était vraiment exceptionnel, là, la diversité de gens qu'il y avait là-bas. C'est ce qui me manque, en fait. Je m'ennuie de ce contact-là, d'entendre des gens parler d'autres langues que le français ou l'anglais à l'heure du dîner, de faire écouter différentes musiques, d'avoir des nouvelles de ce qui se passe au niveau politique ailleurs, puis de la réalité des différentes ethnicités ici au Québec aussi. Donc, je pense que, puis quand on parle d'une recherche qui répond aux enjeux de la société, bien, il faut la comprendre, la société, puis une de ces façons-là, puis de s'assurer que notre compréhension de la société est reflétée dans la recherche qu'on fait, c'est que les gens qui font la recherche représentent la société dans laquelle on est. Fait que moi, je trouve que ça, c'est vraiment une des forces de l'INRS. Puis ça peut toujours aller plus loin aussi au niveau de faire de la recherche en collaboration avec les populations autochtones, de favoriser plus de diversité, de neurodiversité dans la recherche, etc. Donc, moi, je pense que l'INRS est quand même en avance par rapport à d'autres universités à ce sujet-là. Peut-être parce que c'est plus petit, fait qu'on peut plus s'entraider. Peut-être aussi par la qualité de ces chercheurs qui attirent des gens de différents milieux, de différents pays. Donc, en tout cas, pour le Centre Terre Environnement, moi, c'est vraiment un des points qui me manque le plus, la diversité des gens qui étaient là-bas. Excellent, merci. Merci pour ce partage très inspirant. Je pense autant pour la communauté que ceux qui nous regardent de l'extérieur. J'espère que ça leur donne envie de venir se dire « Ah, mais moi aussi, j'ai envie de venir étudier à l'INRS, ça a l'air trop génial. » Peut-être, Éric, est-ce que tu veux rebondir un petit peu sur le sujet aussi? Oui, tout à fait. Au niveau de la diversité culturelle, je dirais qu'au tout début, mes premiers passages à l'INRS, c'était plutôt monolithique, hein. On n'avait pas une grande diversité à ce moment-là, mais rapidement, ça a évolué. Donc, j'ai passé quand même 7 ans à l'INRS et à la toute fin, ça ressemblait plus à l'ONU qu'à le milieu monolithique que j'avais pu constater au tout début. Donc, déjà là, l'INRS allait recruter des étudiants étrangers de différentes communautés, de différentes origines, ou localement, mais qui venaient aussi de différentes communautés. Et donc ça enrichit bien sûr
la recherche aussi. D'ailleurs, c'est bien documenté que d'horizons aussi culturels, pas que disciplinaires, d'avoir ces collaborations, de travailler ensemble, ça permet d'aborder les questions plus difficiles de différents aspects. Et on arrive à avoir des résultats qui ont plus d'impact généralement. Donc ça, c'est bien documenté, mais j'ai pu le constater là, de visu en commençant là, en 1998 jusqu'à 2005 quand j'ai gradué au doctorat. Après ça, je peux dire que mon expérience également au CNRC, ça a beaucoup changé. Au tout début, quand j'ai commencé là-bas en 2006, il y avait, dans mon équipe, là, on était 13, il n'y avait aucune femme. Donc, c'était encore là très monolithique. Aujourd'hui, on est 21, donc on a 8 de plus. Évidemment, il y a eu des changements à travers les 13 initiaux, là, mais il y a 5 femmes maintenant. Donc, sur 8 de plus, il y a eu 5 femmes. Donc, c'est quand même un changement majeur. Et aussi, dès la première femme, certains comportements commencent à changer pour le mieux. Et maintenant, bon, on a une communauté qui est beaucoup plus inclusive. Puis il faut aller, je pense, au-delà de la statistique, de dire, OK, on a pu diversifier là, notre équipe. Puis bien au-delà de ça, je pense qu'il faut inclure. C'est-à-dire qu'il faut que ces personnes des communautés ou ces femmes, quand ils sont minoritaires dans l'organisation, comme c'est le cas dans mon équipe, qu'elles se sentent à l'aise de donner leur avis, qu'on leur donne la parole, qu'on leur donne des responsabilités. Et ça, c'est quelque chose au CNRC qu'on travaille tous. On met le doigt sur cette question-là, qui n'est pas juste une question statistique de diversité au niveau de l'embauche. Il faut aller bien au-delà de ça. Il faut que les femmes, que les personnes dans des communautés puissent vraiment s'exprimer, contribuer. C'est là qu'on a le plus d'impact, finalement. Et je peux te dire que je peux témoigner qu'à tous les jours, je vois la belle différence là, en 16 ans là, de service au CNRC, comment ça a évolué de façon extrêmement positive. Et encore là aussi dans notre équipe qui était plutôt monolithique, non pas seulement au niveau homme-femme, c'est maintenant aussi l'ONU. Donc, beau changement au niveau culturel ou à tous les niveaux, que ce soit même les agents techniques ou les agents de recherche qui peuvent venir d'un peu partout. Il y a une belle diversité maintenant à tous les niveaux. Et ça, c'est bénéfique. Excellent, merci. Je pense que Marie-Pierre, tu voulais réagir à ce que Éric était en train de dire. Oui, en fait, Sophie et Éric me font réaliser que, puis Éric, toi, tu étais en 98, hein? Bon, moi, c'était 98-97 et étonnamment, UCS, c'était très diversifié. Fait que je trouve ça super intéressant. Puis on dirait que plus mon parcours a passé en rétrospect, ça a été moins diversifié à certains égards. Puis bon, moi, j'ai toujours travaillé dans des très petites organisations, alors c'est difficile d'avoir une plus grande représentation de différents groupes, mais de toute façon, la différence pour moi est juste un signe de richesse et puis il faut l'encourager, cette diversité-là, à plusieurs égards. Je pense que ça fait aussi que les gens qui passent par l'INRS sont très bien préparés ensuite à intégrer des milieux de travail qui vont peut-être avoir de la diversité. Puis faire cette transition-là, peut-être de la recherche vers le privé ou vers le fonctionnariat, le milieu public, parce qu'ils ont déjà été exposés à plein de façons de faire différentes, à des gens qui font des retours aux études, à des gens qui viennent de cultures, d'éducation vraiment différentes dans d'autres pays. Donc, moi, je pense que ça fait qu'on est mieux préparé aussi à bien s'intégrer ensuite. Ça fait peut-être des meilleurs citoyens et citoyennes d'avoir accès à cette richesse-là. Effectivement, mais merci beaucoup d'avoir fait le tour de cette question par rapport à vos expériences respectives. J'ai une question ici d'un ancien diplômé qui nous demande en fait l'INRS, d'une manière générale, peut-être parce que c'est petit, que c'est juste du cycle supérieur, est moins connu que les autres universités. Comment est-ce qu'on peut faire en tant qu'ancien diplômé pour pouvoir aider justement à mieux et à faire beaucoup plus rayonner l'INRS, mieux le faire connaître? Quel serait le rôle des anciens diplômés à votre avis? Comment est-ce qu'ils pourraient jouer un rôle en plus de toute la machinerie de l'INRS et de la Fondation? Comment est-ce que ces anciens diplômés pourraient faire pour aider à faire rayonner l'INRS? En fait,
Spontanément, là, je pense par exemple à tous les... parce qu'on est dans une ère de médias sociaux, ça a ses avantages, ça a ses inconvénients, mais néanmoins, si on regarde la page Facebook, la page LinkedIn, la Fondation ou encore de l'INRS, nous-mêmes, comme diplômés, de facto, il faudrait s'y abonner et surtout j'aime pas dire ça, faire des likes, mais partager ce qui se fait là parce que nous-mêmes, au cours de nos vies, oui, académiques, mais professionnelles, on a développé des réseaux. Alors, les réseaux se multiplient et si nous-mêmes, on est capable de faire rayonner de cette façon-là, ben c'est déjà un outil qui peut être fort utile et puis qui peut avoir un impact beaucoup plus grand que l'on pense. Merci pour ce début de réponse, Marie-Pierre. Éric, tu voulais réagir aussi? Oui, ben, je comprends très bien la question. Souvent, on parle de l'INRS, des gens qui n'ont pas fait d'études graduées, ils n'ont aucune idée de ce que c'est, bien sûr. Par contre, dans les milieux universitaires gradués, c'est plus connu. Donc, souvent, je vais donner l'anecdote, quand je cherchais pour un post-doctorat, j'avais obtenu une bourse pour ça, puis on avait eu cette discussion avec un professeur d'une université bien réputée aux États-Unis qui connaissait quelqu'un qui avait été postdoc dans son équipe et qui venait de l'INRS. Il était ravi. Alors, il a à peine regardé mon dossier, ce que je pouvais apporter, il était déjà vendu. Alors ça, c'est un excellent ambassadeur. On est tous des ambassadeurs comme ça à notre niveau quand on rencontre des gens qui connaissent un peu notre parcours, d'où on vient. Souvent, c'est une question qui est posée. Des fois, on monte notre CV, tout ça. Donc, je pense que ça a à différents niveaux, mais bien sûr, on ne peut pas se comparer à l'Université de Montréal, à McGill, qui ont 50 000 étudiants, dont la presque totalité est sous-graduée. Ça va être difficile d'avoir ce rayonnement-là. Par contre, ce qui est important, je pense, c'est d'avoir le rayonnement là où on doit l'avoir, c'est-à-dire justement au niveau de la recherche, au niveau des organismes subventionnaires comme Marie-Pierre ou organismes fédéraux qui définissent les politiques. Tout ça, c'est vraiment important. Et c'est là qu'on a des débouchés, d'ailleurs, pour nous tous. Et c'est là qu'on a de l'impact dans la société. Donc, je pense que si on peut rayonner, si on doit rayonner quelque part et mettre nos efforts pour rayonner, c'est certainement là où il y a des débouchés pour nos gradués. Excellent, merci. Merci pour ces conseils. Puis j'espère qu'on a bien répondu à la question de Ashraf Meteni. Merci beaucoup. Alors, je pense qu'on est arrivé pas mal au bout de notre petit panel. On a pas mal fait le tour des différentes questions qu'on avait à partager avec vous. Je vous remercie vraiment d'avoir participé, d'avoir partagé votre parcours et comment est-ce que l'INRS a teinté jusqu'ici vos cheminements respectifs. Je pense que c'est une bonne manière de finir cette semaine de la philanthropie de l'INRS, de mettre un petit peu aussi les choses en perspective. On a beaucoup parlé de ceux qui étaient en train d'étudier, ceux qui sont actuellement au fourneau au sein de l'INRS, mais il y a aussi une vie après l'INRS et comment est-ce qu'on peut continuer à faire rayonner l'INRS à travers nos différents parcours tout simplement en dehors des sphères de l'INRS. Et vous avez été d'excellents panélistes pour ça. Alors, je vois rapidement qu'ici, on a des personnes qui nous remercient, qui sont assez contents de ce qui a été dit ici. Et je vais laisser le mot de la fin, en fait, à Monsieur Giraldo pour clôturer, en fait, toute la semaine. Et je vais lui laisser la parole. Mais encore une fois, merci à tous et à toutes d'avoir participé. Bonjour à tous. Ici prend fin notre deuxième édition de la Semaine de la philanthropie. Une courte tradition qui vient de commencer, mais qui, j'espère, va se prolonger pour l'avenir. Nous espérons que vous avez été inspirés par le contenu qui vous a été présenté tout au cours de la semaine. J'espère que vous vous sentez déjà un petit peu plus sensibilisés et outillés pour faire rayonner l'INRS et ses diplômés. À travers les différentes activités de la semaine, vous avez sans doute appris, comme moi, un certain nombre de choses sur le soutien philanthropique pour le développement scientifique, les motivations des philanthropes et des mécènes, les différents moyens qu'on peut prendre pour donner à une cause qui nous tient à cœur et l'importance
de maintenir des liens avec nos diplômés afin de pouvoir faire rayonner l'INRS dans notre communauté. Je remercie toutes les intervenantes et tous les intervenants qui, au cours de la semaine, ont partagé avec nous leur expérience, leurs connaissances autour du thème de la philanthropie. Un merci tout particulier aux personnes qui ont accepté de présider, d'animer nos ateliers, et je pense à Mme Martine Vanasse, Mme Catherine Thibault, M. Étienne Lirette et Mme Anne-Pascale Richardson. Merci beaucoup à vous d'avoir animé ces ateliers. Un grand merci aussi à l'équipe de la Fondation qui a organisé cette semaine avec beaucoup d'intensité et d'ardeur et de conviction. Je pense à Élise Comtois, à Véronique Gillet et à Julie Urtubise. Merci à vous trois pour une semaine fort intéressante. Finalement, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite toutes et tous à vous engager davantage, à la mesure de vos capacités, dans le projet mobilisateur qu'est la Fondation INRS. La Fondation INRS croit à l'INRS et a besoin de partenaires comme vous pour pouvoir affirmer l'importance de notre mission à tous nos partenaires et convaincre nos diplômés aussi de l'importance de leur contribution à la société québécoise. Vous pouvez contribuer à la Fondation, évidemment, en vous portant bénévole ou comme en étant donateur ou donatrice, il n'y a pas de petits dons, ou peut-être en proposant des candidatures pour nos prix Lumière. Chaque geste compte et fait une différence. Donc, en terminant, je vous remercie d'avoir participé à la semaine de la philanthropie à l'INRS et il me reste à vous souhaiter une bonne fin de semaine. Merci à vous tous.